Bonsoir, je m'appelle Danielle Leblanc. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire ce soir, événement organisé par et pour les femmes immigrantes de notre région. Je ne serai pas seule donc pour préparer, animer, vous présenter cet événement extrêmement important. Alors, il y a 3 femmes qui seront sur le panel de ce soir pour nous offrir des témoignages et répondre à des questions. Bien sûr, vous serez toutes et tous invités à contribuer à ce webinaire. Donc, si vous voulez écrire dans le chat ou la conversation des questions, des commentaires à ce sujet, vous êtes toujours les bienvenus, toutes et tous, à vous manifester. Je donc veux tout de suite m'adresser à Sonia Gagnon, l'organisatrice de cet événement. Bonsoir, bienvenue Sonia. Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons vous présenter ce soir des témoignages très, très particuliers et bien sûr, il y aura un panel au sujet de la violence en ce qui concerne les femmes immigrantes de notre région. Violence à tous les niveaux, bien sûr. Violence conjugale, violence économique, violence au travail. Vous allez voir, vous allez entendre des histoires vraies et vous pourrez donc donner votre avis. Pour tout de suite, je voudrais m'adresser à Maryse Saint-Arnaud qui va parler de la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec, le contexte de ce projet, donc avec les femmes immigrantes. Maryse. Merci, Danielle. Bonsoir à toutes et à tous. Ça me fait plaisir que vous soyez tous là en grand nombre ce soir. Donc, bienvenue à cette troisième et dernière, c'est la dernière de 3 séries de table ronde arrivée et Vive au Québec. Et ce soir, c'est sous le thème des violences et féminicides. Tout d'abord, je vais me présenter, Marie Saint-Arnaud, agente de développement et des communications pour la table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec. La table, c'est un organisme régional dont sa mission, c'est de la défense collective des droits des femmes. C'est l'instance reconnue régionale en matière de conditions féminines qui agit dans plusieurs domaines dans le but d'améliorer les conditions de vie des femmes. La table ronde de ce soir est un peu particulière au niveau du partenariat et du cadre où on présente l'activité. En fait, tout d'abord, ça fait partie, vous avez sûrement entendu parler des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes qui commençaient le 25 novembre jusqu'au 6 décembre. Donc, la thématique rentre dans ce cadre-là, c'est dans le cadre de ces 12 jours d'action-là. Elle fait aussi partie du cadre de l'entente sectorielle en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. D'ailleurs, je vais remercier nos partenaires, le secrétariat de la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MRC d'Arthabasca, et la MRC de Nicolet-Yamaska. L'objectif de ces tables rondes, c'est d'informer la population centrifoise sur la réalité des femmes migrantes dans nos communautés et tracer des passerelles entre les femmes de toute appartenance ethnique. Pourquoi cette thématique? En fait, depuis la pandémie, selon SOS Violence conjugale, qui est un organisme qui vient en aide aux victimes de violences conjugales, depuis qu'on a la pandémie de COVID, c'est 7000 appels de plus à SOS Violence conjugale pour des services de première ligne pour les victimes et leurs proches. Depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, il y a eu 18 féminicides, ce qui est beaucoup comparé aux autres années. Et en un mois, on a environ à peu près 6 féminicides seulement. Là, ça va vite et ça monte trop vite. Donc, dans le cadre de ça, je vais inviter peut-être que Pascal m'entend mettre le fond d'écran. Je vous propose de faire une minute de silence en mémoire aux femmes victimes de violences conjugales, donc pas juste les féminicides, mais toutes les femmes qui le vivent. Donc, je vais vous inviter maintenant à faire la minute de silence que je vais chronométrer. Donc, c'est parti.
Merci beaucoup. Donc, à partir de maintenant, je laisse la parole à notre animatrice Danielle Leblanc et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci, Maryse. Oui, donc Sonia Gagnon, organisatrice de cet événement de ce soir. J'aimerais, si vous voulez bien, vous présenter brièvement et nous ferons de même avec nos deux autres panélistes. On vous écoute, Sonia. Oui, merci Daniel. Alors oui, Sonia Gagnon, moitié mexicaine, moitié québécoise, qui habite à Victoriaville depuis 11 ans. Et j'ai un bac en psycho, je suis consultante en immigration et je travaille présentement au CIBF à Victoriaville comme intervenant communautaire interculturel pour les femmes. C'est un projet pilote du gouvernement justement pour venir à soutenir les femmes immigrantes. Donc, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup. Merci Sonia. Maintenant, je voudrais entendre Mariela Grubert-Martinez qui, elle également, se présentera. Bonsoir, Mariela. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Mariela Gruber et moi, je suis intervenante au restaurant populaire de Victoriaville. Et je suis vraiment contente, joyeuse d'être ici avec vous. Et puis, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci, Mariela. Et Maria Elena, donc j'aimerais aussi vous entendre, Maria Elena Albornoz. Merci de vous présenter. Merci, bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde, bienvenue à cet événement. Moi, je suis à Victoriaville depuis 13 ans maintenant, je viens du Chili et j'ai organisé avec Sonia aussi la première table ronde avec des femmes immigrantes pour des femmes immigrantes et il me fait plaisir aujourd'hui de lire un témoignage d'une des femmes pour sensibiliser tout le monde à cette réalité qui est triste et dure à vivre. Merci Maria. Alors, Sonia, nous allons débuter avec vous. Nous allons entendre des témoignages de femmes qui resteront anonymes. Ce sont des histoires vraies. On n'a rien ajouté, on n'a rien enlevé. Donc, c'est pour mettre la table de belle façon à ce webinaire. On dit toujours, ne parlez pas d'elle sans elle. Eh bien voilà, on va débuter ce webinaire à propos des femmes qui vivent de la violence en entendant un témoignage pour de vrai d'une femme qui subit de la violence. Sonia, on vous écoute. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer. Pendant l'année 2020, j'ai travaillé pour une entreprise comme adjointe administrative où la personne de ressources humaines était une femme latino-américaine qui vit au Québec depuis au moins 20 ans. 8 mois après avoir travaillé là-bas, un jour, j'ai demandé une réunion avec cette femme pour l'informer de certaines situations qui, à mon avis, impliquaient des situations d'harcèlement psychologique contre moi et certains travailleurs latino-américains de l'entreprise. Il y avait toujours une personne d'ici qui, sans être gérant ou contremaître ou rien de semblable, s'occupait de surveiller combien de fois on allait à la salle de bain, combien de temps ça prenait, si on allait fumer et si on approchait trop les voitures. Cette surveillance était faite juste envers les travailleurs latinos. Et cette personne allait tout raconter au directeur général parce qu'ils étaient des amis. Une fois, pendant l'hiver, il exigeait à 2 immigrants qui travaillaient dans le bureau comme programmateurs d'aller pelleter la neige de les stationnements en disant qu'on était engagés pour faire toutes sortes de choses à n'importe quel moment. Je voulais savoir s'il y avait une politique qui pourrait m'aider à comprendre s'il y avait ou non de l'harcèlement psychologique sur moi et mes collègues latino-américaines. Pendant la rencontre, mes arguments n'ont pas été pris en compte et au contraire, elle m'a dit qu'il manquait de crédibilité parce que la personne sur laquelle je me plaignais travaillait avec eux depuis plus de 20 ans, en étant une personne de confiance absolue qui était mandatée pour faire respecter les règlements. Au milieu de toute la conversation qui a duré environ 2 heures, elle m'a mentionné que cette personne l'avait informée de quelques manquements au règlement que j'avais commis pendant quelques jours, surtout le temps que je prenais pour aller aux toilettes pour me brosser les dents. J'ai essayé de lui expliquer que cette situation ne s'est produite qu'une seule fois pendant 8 mois de travail et que j'avais une raison de santé. Alors, j'ai essayé de lui expliquer plusieurs fois dans la réunion. Je lui demandais de me permettre d'expliquer mes raisons et la réponse a toujours été qu'il y avait tolérance zéro.
pour le non-respect des règles. Alors que je devais toujours être une personne responsable et que mon comportement a déterminé que je ne l'étais pas, que j'avais trahi la confiance qu'ils m'ont fait en m'engageant pour cette poste. Elle m'a dit que c'était voler du temps à l'entreprise et cela faisait de moi une personne malhonnête. J'ai fini par être accusée d'être une personne malhonnête, irresponsable, qui fait mal son travail et qui ne correspond pas non plus au profil requis pour ce poste. Elle a utilisé des expressions en disant que le poste était trop grand pour moi. De plus, j'ai eu enduré qu'elle dit que la majorité des Latino-Américains ne sont pas des personnes de confiance, que nous sommes des gens qui ont l'habitude de ne pas respecter le règlement et la loi. J'ai dû entendre de la part de la femme de ressources humaines que même si elle est que les gens québécoises lui disaient qu'elle ne semble pas être latino-américaine elle-même parce qu'elle était bien intégrée et que ses comportements n'étaient pas comme ceux de personnes latinas. Elle a voulu dire qu'être latino-américaine est honteux et que nous avons un mauvais concept. De plus, cette personne a commencé à faire des fortes critiques sur mon niveau de français en disant qu'il était très difficile de communiquer en français avec moi. Et quand j'ai tenté de lui dire que je m'efforçais d'améliorer mon français et que j'ai fait encore de cours, la réponse était qu'elle savait que tous ceux qui faisaient la francisation et qui terminaient ne parlaient pas bien le français. Elle m'a demandé ce que je faisais dans mon pays et je lui ai dit que j'étais journaliste. Donc après ça, elle m'a dit d'un ton burlesque que je devais être en professionnel, connaître l'essence du mot intégrité. Il m'a commencé à dire que pour elle, le diplôme universitaire ne servait à rien, qu'à être accroché sur le mur. Alors, il m'a dit que je pouvais aujourd'hui être la secrétaire et demain laver les toilettes. J'ai dit que j'avais aucun problème, que je n'avais pas honte de faire aucun travail. Je n'ai jamais compris pourquoi les diplômes universitaires ont été l'objet de cette conversation lors de la réunion. Enfin, au cours de cette réunion, il ne m'a jamais permis de rencontrer les situations dans lesquelles moi-même et plusieurs de mes collègues on avait suivi le harcèlement psychologique. L'affectation de santé psychologique et morale que j'ai eue depuis ces rencontres et ma dignité elle-même m'ont amené à démissionner. Il a fallu que je me rende aux urgences à l'hôpital à cause de le stress. Mais rendu là, j'étais incapable de parler après tous les commentaires que j'avais reçus par rapport à ma façon de parler et de prononcer. J'étais 3 semaines en arrêt de travail et j'ai dû faire la thérapie au CLSC. C'était le pire épisode de ma vie et j'ai dit à mon mari que j'ai préféré mourir dans mon pays que supporter tout ça. Alors ça, c'est notre premier témoignage. Et je vais vous lire un 12e, puis après ça, je vais passer la parole aux autres femmes qui nous accompagnent ce soir. Bonsoir. Il y a 3 ans, je suis venue au Canada. Je travaille dans une usine. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai rencontré un homme sur un site de rencontre. Il a vite insisté pour qu'on déménage ensemble et m'a posé de nombreuses questions concernant mon salaire. Il est canadien, donc j'ai trouvé ça un peu normal. Plus tard, nous sommes allés vivre ensemble. Il m'a toujours mentionné que l'appartement où il habitait était loué. Donc, dès le début, il exigeait que je paye 450 $ et 1200 pour la nourriture. C'était plus cher que quand je vivais toute seule. Plus tard, il m'a dit qu'ici au Canada, les couples devaient créer un compte partagé, que c'était obligatoire à cause des impôts. J'ai cru et je l'ai accepté. Au bout d'un moment, il a commencé à contrôler mon salaire et il s'est opposé à que j'aide ma mère qui habite dans mon pays d'origine et à qui je donne 1200 $ par mois. Il m'a dit que c'était beaucoup d'argent. Récemment, lors d'une conversation avec sa famille, sa mère a mentionné innocemment que l'appartement appartenait à mon partenaire depuis 6 ans, qu'il était le propriétaire. Je n'ai pas fait de réclamation à mon partenaire, mais je me sens contrariée parce qu'il m'a trompée en disant qu'il payait les loyers. Je vis avec lui depuis 1 an et je paye un loyer et de plus, il veut contrôler comment j'investis mon salaire. Il a également dit que nous devions épargner ensemble pour acheter une maison plus tard. Je ne sais pas pourquoi il fait tant de choses et raconte tant de mensonges. Je ne connais pas grand-chose à la culture d'ici. Je ne sais pas si ces choses sont normales. Je me sens déçue et je suis si seule dans ces pays. Je ne sais pas quoi faire ni quelle décision prendre. Alors, merci. Oh là là, merci Sonia. Nous allons entendre maintenant un témoignage. Je crois que c'est Mariela qui nous fait un témoignage maintenant.
OK. Au moment où je vous parle présentement, je continue à aider des femmes, surtout des femmes immigrantes qui vivent la violence chez elles. À travers des années, les femmes savaient que j'avais un côté solidaire puis féministe. De plus, en ville, tout le monde savait que j'avais un bac en droit. Donc, qui me donnait les connaissances nécessaires pour savoir c'était quoi les actes criminels qui arrivaient dans n'importe quel pays. Alors, dans ce moment-là, ma maison s'est transformée en maison d'hébergement pour des femmes qui vivaient la violence conjugale, et la violence psychologique, la violence verbale, la violence financière, puis même la violence systématique. Et toujours en cachette, toujours par téléphone. N'importe pas à quelle heure les femmes m'appelaient, 1h matin, 3h matin, 5h matin. Donc, des fois, il fallait que j'aille chercher des femmes en état d'urgence. Au début, je ne connaissais pas les organismes qui aidaient les femmes. Puis, il y avait des femmes qui ne savaient pas non plus qu'il y avait des organismes qui pouvaient venir en aide à ces femmes-là. Donc, c'est à travers des années que j'ai pu rencontrer tous les organismes à Victo, puis que j'avais les connaissances adéquates pour établir une communication entre cette femme puis les organismes. Donc, n'importe pas à quelle heure une femme m'appelle jusqu'à aujourd'hui puis me dit « Mariela, j'ai besoin de ton aide ». Donc, je pense que c'est l'effet de bouche-oreille qui fait en sorte que les femmes m'appellent, qui communiquent avec moi par téléphone, par Facebook. Des fois, les femmes ne me donnent pas les vrais noms parce qu'elles ont honte de savoir c'est qui la personne, mais juste savoir où je peux y aller, à qui je peux rencontrer. Donc, je pense que l'effet de commencer à faire des tables rondes comme celui-là, ça donne la chance de créer la conscience, de créer vraiment une conscience par rapport aux connaissances des organismes, par rapport à qu'est-ce qu'une femme immigrante peut faire en cause d'urgence. Donc, moi, je remercie vraiment à la table des femmes, je remercie vraiment à Sonia de créer des espaces comme ce soir parce que je pense qu'il y a un chemin à faire, c'est pas encore fini, il y en a beaucoup de cheminements à faire et maintenant, j'ai même une femme qui a juste 17 ans. Donc, je suis en processus avec elle. Je l'aide dans tout le processus de la recherche des organismes qui pourront l'aider. Donc, ça va être toujours la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour que les femmes immigrantes se sentent en sécurité. Qu'est-ce qu'on pourrait créer à Victoriaville pour que les femmes puissent avoir, et même s'ils ne parlent pas la langue, puissent avoir des espaces où elles se sentent en protection, où elles se sentent sans l'apport la tristesse, la frustration de rester dans cette violence-là. Donc, moi, la seule chose que je pourrais dire, c'est est-ce qu'on pourrait continuer à faire des tables rondes comme ça? Est-ce qu'on pourrait créer d'autres choses? Est-ce qu'on pourrait donner des autres idées pour les femmes qui vont être toujours en cachette, qui vont être toutes en confidentialité, qui ne vont pas s'ouvrir à dire « moi, je vis la violence, puis je veux sortir de cette cycle-là ». Donc, c'était ça mon témoignage aujourd'hui, ce soir. Merci beaucoup, Mariela. Nous allons maintenant entendre Maria, qui veut, elle également, nous faire un témoignage. On vous écoute, Maria. Bonsoir à tous de nouveau.
Donc, moi, je vais lire le témoignage d'une femme immigrante qui a donné sous son nom confidentiel. Je ne sais pas c'est qui, alors je vous lis son histoire. J'ai été mariée pendant plusieurs années. Il était un homme silencieux et d'apparence calme devant le monde. Je disais souvent que personne ne le connaissait comme moi et qu'il pouvait être très drôle et romantique à sa façon. Parfois, il rigolait en me disant des commentaires comme « Que ferais-tu sans moi? Une chance que je suis dans ta vie. » À ce moment-là, je pensais que ces commentaires voulaient dire plutôt « Une chance que nous nous sommes rencontrés. » Il faisait aussi des commentaires en disant que ma carrière en travail social ne servait à rien et qu'avec ce profil, on allait mourir de faim. En ayant déjà ma résidence permanente, j'ai voulu faire le parrainage pour lui donner la résidence permanente à lui aussi. Pendant ce temps, j'étais la responsable financière de notre famille parce que légalement, il ne pouvait pas travailler. Il restait à la maison, il s'occupait du ménage et des repas. Je trouvais que c'était juste, mais il me faisait savoir en disant qu'il était une meilleure femme au foyer que moi. Et ensuite, il a décidé d'administrer les finances parce que moi, il disait que je n'étais pas bonne pour les maths. Alors, selon lui, si j'avais à m'occuper de la gestion de l'argent, nous aurions fait faillite en 2 mois maximum. Au moment d'acheter quelque chose, il fallait que je lui demande si on pouvait se le permettre. Il avait donc le dernier mot. Nous étions tout le temps ensemble, nous n'avions pas beaucoup d'argent et on ne parlait pas assez le français pour avoir des amis. Alors, on n'allait nulle part parce que nous n'avions pas d'amis ou de famille proche au Québec. Il n'aimait pas ma famille ou les gens que je connaissais et avec ses commentaires, je finissais par ne pas les aimer non plus. Il allait me conduire au travail et il allait me chercher à la fin. Je suis tombée enceinte et il a commencé à travailler, vu qu'il avait déjà obtenu ses documents, et là, les rôles ont changé. Si je ne faisais pas tout le ménage, il disait que c'était mieux quand il s'occupait de la maison. Il s'occupait peu du bébé parce qu'il était fatigué à cause du boulot et le reste du temps, il jouait aux jeux vidéo. Il ne me touchait pas en disant toujours qu'il n'allait pas bien. Il pouvait arriver qu'on ait des relations sexuelles 1 fois aux 6 mois, mais je voyais dans ses recherches sur Internet des sites porno ou des photos de femmes sexy sur l'ordinateur. Ma confiance était inexistante dans tous les aspects. Je me sentais laide, stupide, mal organisée et sans aucune valeur ou réussite qui me rende fière de moi-même. Je me regardais dans le miroir et je ne me reconnaissais pas. J'avais honte. Il était de plus en plus de mauvaise humeur. Un jour, proche de Noël, pendant que mon mari jouait aux jeux vidéo, notre bébé qui commençait à marcher est tombé proche de lui. Il s'est levé enragé. Il a pris le bébé et il m'a traité de mauvaise maman et d'être nulle et bonne à rien. J'ai répondu en le regardant dans les yeux qu'il était pathétique et là, il m'a frappé au visage. Nous sommes restés paralysés quelques minutes et par la suite, je lui ai demandé de me donner l'enfant. Il ne voulait pas, donc je l'ai frappé et il m'a rendu le bébé. Il est retourné jouer et je me suis enfermée dans ma chambre. Quand j'ai voulu appeler la police, je me suis rendu compte qu'il avait débranché la ligne. Alors, je suis sortie avec l'enfant par la porte arrière. Je suis allée porter plainte. Il a été arrêté et il ne pouvait pas me contacter. Il a commencé à m'envoyer des messages par l'entremise de sa mère, la gardienne de notre enfant, et ma tante. J'ai accepté de lui permettre de venir chercher l'enfant et tranquillement, il a recommencé à m'approcher. Il a fait quelques rencontres en thérapie, donc il m'a juré en pleurant à plusieurs reprises qu'il avait changé. Et comme il avait très peur d'être reconnu coupable, il m'a demandé de retirer la plainte, ce que j'ai fait. Je suis revenue avec lui et maintenant, je vois que je l'ai fait parce que sans lui, j'étais toute seule ici. J'étais détruite émotionnellement et dans mon estime de moi. Je ne savais même pas comment payer ma facture d'hydro et je n'avais jamais fait de transaction à la banque, même pas sur mon compte débit. Je n'avais aucun mot de passe pour les services et je craignais même de conduire, sans compter que je n'avais pas un permis pour le faire. Pendant un certain temps, il y avait une personne qui m'aidait pour faire le transport à la garderie, mais j'étais très gênée d'être une charge pour elle.
J'avais l'impression que tout le monde savait ce qui m'arrivait et la honte et la peur de me faire remarquer en étant immigrante étaient terribles. Je trouvais que les gens d'ici allaient penser que c'était normal dans mon pays et dans la culture latino-américaine de se faire traiter ainsi et que c'était un peu de ma faute de ne pas avoir demandé de l'aide ou de ne pas avoir enduré cette violence. J'étais gênée de dire à ma famille ou au travail ce qui m'arrivait dans la vie. Et même les quelques personnes qui étaient au courant me posaient des questions comme il t'a frappé vraiment fort ou des commentaires comme pauvre lui, il est vraiment triste et seul. Tout le monde a des mauvaises journées que l'on regrette après. Ou nous sommes contents que vous soyez ensemble à nouveau lorsque nous sommes revenus en couple. Il est devenu tout doux et gentil, mais rapidement a recommencé à faire des commentaires blessants. Et maintenant, il dit toujours, je vais m'arrêter parce que je sais le genre de bitch que tu es, le genre qui est capable d'appeler la police pour faire arrêter son mari. Moi, je n'aurais jamais fait venir la police pour te mettre en arrestation, etc. Après plus d'un an, j'ai réussi à trouver un emploi qui pouvait s'accommoder à mes besoins, mais surtout dans lequel je me sentais vraiment reconnue à ma valeur. Quelque chose s'est déclenché en moi et 2 mois après, j'ai changé les mots de passe de mon compte et je lui ai annoncé que je voulais divorcer. Il est parti quelques mois après et j'ai commencé à rebâtir ma vie et ma confiance. Je regarde en arrière et je ne peux pas croire que c'est mon histoire, ce que je raconte. Oui, c'est tout un témoignage, ça, Maria. C'est plus qu'un témoignage, c'est vraiment une vie de souffrance et beaucoup de courage aussi de la part de cette femme. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, mesdames. Il y a énormément de choses. Je voudrais voir d'abord Sonia. C'est le 3e webinaire que vous organisez par et pour les femmes immigrantes de notre région. Vous avez organisé l'événement de ce soir. Est-ce que dans l'organisation, dans le recrutement, est-ce qu'il y a eu quelque chose de différent pour l'événement de ce soir? Oui, tout à fait. Alors, on avait mentionné justement, j'ai participé avec Mariella dans l'organisation de la première table. J'étais au 12e et ça, c'est ma 3e. Et cela a été vraiment la plus difficile à organiser. Ça a été tout un défi parce que la thématique, le sujet est tellement lourd et les femmes immigrants ont tellement peur de parler. Ça a été super difficile. Les femmes ils disaient oui, puis après ça, ils décidaient. C'était juste, même de façon anonyme, les femmes, y avaient peur de parler. Et même venir parler comme panéliste, même si elles ne racontaient pas ces histoires à elles, c'est quelque chose qui était très tabou, qui fait peur, qui fait la honte entre les femmes immigrantes. Donc, ça a été vraiment un défi énorme d'organiser cette table-ci. Oui, oui. Un défi énorme et c'est pas simple de parler de la violence faite aux femmes. C'est pas simple parce qu'au Québec, on vit des choses extrêmement troublantes en 2021. Et c'est pas que les femmes immigrantes qui en sont les victimes. Je m'adresse à toutes les trois. Est-ce que c'est vrai que les femmes immigrantes hésitent à dénoncer la violence qu'elles subissent? Est-ce qu'elles hésitent plus que les femmes d'origine québécoise? Et si elles hésitent plus, eh bien, pourquoi? Est-ce que l'une de vous, mesdames, veut répondre à cette question? Oui, je pense que les femmes immigrantes, c'est vrai que toutes les femmes ont subi la violence. Femmes québécoises, femmes immigrantes mexicaines, n'importe où, ont subi la violence. Alors ça, c'est un fait. Les femmes immigrants, ils vont dénoncer beaucoup moins. Pourquoi? Il y a différents facteurs. Il y a des facteurs culturels, il y a des facteurs religieux aussi. Dans le cadre de mon travail, j'ai déjà rencontré des femmes qui subissaient la violence, puis que la famille, il disait, tu ne peux pas dénoncer. Et même plus, tu ne peux pas te séparer.
parce que dans notre culture ou dans notre religion, c'est interdit, c'est impensable de casser ton mariage. Alors ça, c'était une question. Et entre tout ça, on peut parler aussi du côté économique. Certainement, les femmes sont coincées économiquement. Et on peut aussi parler même d'immigration en tant que consultante en immigration. J'ai déjà vu des cas de femmes qui, en étant parrainées par son conjoint québécois ou canadien, après ça, ils vont subir la violence, puis ils ne vont pas dénoncer parce qu'une des menaces qu'ils vont recevoir, c'est si tu dénonces ou si tu racontes ça à quelqu'un, je vais te déporter, je vais te faire déporter dans ton pays, je vais arrêter le parrainage. Et si ces femmes ont eu des enfants, je vais t'enlever les enfants. Je vais te faire déporter, puis je vais garder les enfants pour moi. Alors oui, ça se peut très bien que les femmes immigrants ne dénoncent pas la violence faite aux femmes. D'entre ça, il y a la barrière linguistique et d'autres. Je peux laisser Mariella venir compléter. Oui, en fait, je pense aussi qu'il y a, oui, évidemment, de la peur. Quand on subit de la violence, on est nécessairement vulnérable. Mais il y a tout l'aspect de ne pas bien connaître ce qui est en vigueur dans les lois du pays, ici au Québec. Tout l'aspect de ne pas savoir où aller demander de l'aide, comment faire. Mariella, je sais que vous accompagnez des femmes qui sont vraiment dans des situations précaires à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a une façon de s'adresser à ces femmes-là? Parce qu'on veut les aider et on ne veut pas qu'elles subissent plus longtemps de la violence. Moi, je pense qu'il manque la sensibilisation quand on arrive au pays. Donc, quand on va à l'école, quand on est en train d'apprendre le français, quand on ne connaît pas la culture parce qu'on vient d'arriver d'un pays où la religion est là, où la famille t'écrase en disant tu ne peux pas dénoncer, tu ne peux pas te plaindre parce que ton mari crie après toi. Donc, on arrive avec la peur déjà. Donc, quand on arrive ici, on ne se sent pas protégé. Donc, on est toute seule quand on arrive ici. Donc, est-ce qu'on pourrait se dire, est-ce que pendant la période des études qu'on est en train d'apprendre la francisation, est-ce qu'on pourrait avoir des ateliers où on pourrait dire aux femmes immigrantes, on est dans une autre société, on a des droits, puis voici toutes les choses, tous les outils que vous pouvez utiliser ici dans ce pays. Voici tout ce qui existe comme outil, comme protection. Oui, parce qu'apprendre le français, c'est important, mais apprendre à se garder en sécurité dans un nouveau pays, c'est tout aussi important. Puis je suis contente déjà que Sonia aille de l'avant parce qu'avant, ça a été pire. Là, avant, on n'avait pas de point de repère. Avant, on était toutes seules sans personne. Au moins maintenant, on sait que Sonia est au comité d'accueil. Au moins, on a la maison des femmes. Au moins, on a maintenant un réseau. On a des outils parce qu'avant, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, c'était pire. On était toutes seules avec l'apport, sans connaissance, sans ressources. Donc, on faisait ce qu'on pouvait. Ici, il fallait que je fasse des lits en bas dans mon sous-sol pour coucher des femmes qui arrivaient à ma maison. Donc, ce n'est pas le cas présentement, mais c'était dommage que quand je suis arrivée ici, personne ne m'avait dit, regarde, il y en a ça, puis tu peux aller voir le monde là. Puis si tu ne parles pas la langue, il y a une autre ressource pour t'aider à traduire tout ce que tu veux raconter. Voilà. Maria, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Moi, je voulais dire aussi, c'est vraiment avec quelle réalité que les femmes arrivent, les croyances, l'environnement que chacune a connu dans son pays, que ce soit la religion, que ce soit le côté politique. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas sur qui se confier, à qui faire confiance. Parce que le peuple québécois est merveilleux, très accueillant, mais comme partout, il y a des personnes qui ne sont pas bonnes parmi ces Québécois et aussi parmi les immigrants. Ce n'est pas une question de nationalité. Les personnes méchantes sont partout.
comment les reconnaître et comment savoir à qui faire confiance pour demander de l'aide. Si encore on ne parle pas la langue, c'est vraiment difficile. Donc, c'est vraiment des bonnes idées que Mariela a nommées, Sonia, savoir quels organismes peuvent aider ces femmes-là, à qui elles peuvent s'adresser, parce que justement, ce sont des organismes de confiance où les femmes peuvent aller, même si elles ne parlent pas la langue, pour se faire entendre, pour être vraiment mises au niveau où elles ont besoin. Oui, voilà. Il y a un mythe qui circule. On entend souvent, là, bon, pour les femmes immigrantes, la violence d'un conjoint, bon, ça fait partie de leur culture. Comment on va faire, mesdames, pour défaire ce mythe-là? Parce que le sujet est difficile à aborder pour toutes les femmes violentées, qu'elles soient québécoises d'origine ou immigrantes. Comment on fait pour défaire un mythe comme celui-là? Ben, dans tout ça, je pense que partout, hein, exactement, c'est pas les femmes immigrantes, c'est toutes les femmes, Toutes les même femmes. très jeunes, même les adolescents qui sont témoins de violence, qui vivent la violence autour des ailes, etc. Je pense que déjà, on est du début élevés pour être souriant, pour être belle, pour être calme. Alors déjà, ces stéréotypes de genre, ils nous font garder le silence. Parce que nous, on est plus belle ou plus appréciée quand on est souriant, puis quand on est belle, puis quand on ne dérange pas trop. Alors, ils nous font aussi garder cette dignité de faire penser qu'on est des princesses puis que tout va bien dans notre vie, etc. Alors, quand on fait face à la violence, n'importe où, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans nous. Alors, c'est pour ça qu'il y a de la honte, il y a la peur d'être signalé, d'être reconnu, etc. On dirait que c'est un peu nous qui ne vont pas bien. Alors, je pense que ça nous apprend à garder le silence puis à endurer des situations que, après ça, ils nous font douter de nous-mêmes. Parce que dans les femmes que j'ai rencontrées pour recueillir ces témoignages, il y avait des femmes qui me disaient, Sonia, quand tu le lis, ça paraît pas si pire. Mais je te jure que c'était le pire moment de ma vie. Alors, ces femmes, ils sentaient le besoin de s'expliquer en disant, je te jure, c'était vraiment pas bien. Alors, ils pensaient que c'était pas assez pire tout ce qu'ils avaient vécu. Alors, je disais non, tu n'aurais pas dû vivre ça. Alors, je pense que ça, c'est une première des choses. On devrait changer la façon qu'on enlève certainement les enfants, les filles, pour nous faire confiance, pour faire confiance à ce qu'on ressent. On s'en doute souvent. Est-ce que c'est la violence? Est-ce qu'il est méchant ou il n'est pas méchant? On n'est comme pas sûr. On dirait que notre confiance en nous-mêmes d'aller pointer les situations qui nous mettent mal à l'aise, il est comme un peu brisé. On n'est pas sûr de nous-mêmes. Pour moi, c'est un des principaux facteurs. Oui, oui, mais j'ajouterais, Sonia, que femme immigrante ou pas immigrante, ce que vous décrivez, c'est exactement, malheureusement, ce que les femmes qui vivent la violence pensent et cette façon d'être élevée et cette façon d'accepter des choses inacceptables. Alors, à mon avis, ça se... On va défaire le mythe là, ce soir-là. Ce n'est pas seulement les femmes immigrantes qui vont accepter davantage. Un sujet donc difficile à aborder, on l'a dit au début. Hein. On a eu de la misère à avoir des femmes qui voulaient participer à l'événement ce soir. Si on abordait, mesdames, les facteurs de vulnérabilité à la violence, que ce soit la violence conjugale, la violence économique, on a entendu dans le témoignage tout à l'heure, est-ce qu'il y a des facteurs de vulnérabilité qui s'ajoutent, qui sont supplémentaires, qui sont différents, qui sont différents d'une Québécoise d'origine quand on arrive d'ailleurs? Bon, on parlait de la langue, peut-être qu'on ne parle pas bien, peut-être qu'on ne comprend pas. Le dernier témoignage qu'on a entendu tout à l'heure, de ne pas savoir comment ça fonctionne, le compte en banque, par exemple. Ça nous paraît un détail, mais si on n'a pas toute la compréhension de la langue, s'il nous manque des détails, c'est aussi ça qu'il faut donner aux femmes qui arrivent et qui viennent vivre ici au Québec. C'est de leur donner tous ces outils-là pour bien se défendre.
évidemment. Si on disait là, des vulnérabilités, si on pouvait en cibler quelques-unes, ce serait quoi? Moi, je pense qu'il faut vraiment aller du côté de l'éducation. C'est pas juste des immigrants qui arrivent, c'est vraiment à partir de tout petit. L'éducation d'une fille et d'un garçon n'est pas nécessairement la même, puis ça se répète de génération en génération. Puis c'est souvent les mamans qui sont responsables de ces enfants-là, mais le père aussi a son rôle à jouer, parce que si ces enfants-là voient le rôle de leurs parents d'une certaine façon, ça va être leur référence. Alors, je pense que ça va être un travail commun de la société de montrer et à l'école et à la maison et au sport et aux activités extrascolaires de vraiment mettre le rôle de chacun, puis de ne pas mettre un supérieur à l'autre ou un qui doit subir et l'autre qui doit aller par-dessus. Ça doit vraiment partir de la base et refaire cet équilibre qui est nécessaire entre, maintenant, on peut dire homme-femme, nul, LGBT. On a tellement de variétés en ce moment. C'est ça, c'est vraiment se mettre tous égaux, puis apprendre tous de la même façon, puis avec les bonnes valeurs. Moi, je pense que c'est vraiment essentiel de cibler les bonnes valeurs, puis les donner pareilles à toute la société. Puis des gens qui, comme nous, qui les véhiculent, qui les défendent, qui les respectent, c'est vraiment le meilleur exemple à suivre. Mariela? Je peux rajouter aussi de construire qu'est-ce qu'on pense que c'est correct. Donc, quand on arrive ici, on pense que c'est correct, que même si mon chum me frappe, je dois garder silence parce que c'est ça que ma famille m'a appris. Donc, est-ce qu'on pourrait commencer à déconstruire les concepts avec lesquels on arrive puis dire non, c'est pas correct. Puis si ta famille t'a appris ça, il faut réapprendre à que ça, c'est pas correct. Donc, est-ce qu'on peut déconstruire les concepts parce que c'est pas tous les concepts qui sont corrects? Mm-hmm. D'où l'importance, oui, de l'éducation et d'où l'importance de se mélanger et d'avoir des rencontres interculturelles où les femmes immigrantes vont rencontrer des femmes québécoises ici. Et cette rencontre-là va nécessairement aboutir sur des conversations en disant non, non, là, ça, c'est pas normal. Non, non, ici, tu as des droits. Ici, il y a tout ce chemin-là qui peut être fait aussi. Sonia? Oui, c'est tout à fait. Il faut créer des espaces d'échange où justement tout le monde peut partager dans différents, pas nécessairement aller puis s'asseoir ou se laisser, parce que des fois la femme n'est pas prête pour ça. Puis ça arrive aux adolescents, aux enfants. Est-ce qu'on peut créer des espaces plus accueillants justement pour que les enfants et les jeunes puissent partager de ce qu'ils vivent autour d'eux pour se rendre compte qu'ils ne sont pas toutes seules? C'est sûr que dans tout ça, il y a d'autres facteurs que je pense qui rendent les femmes immigrantes plus vulnérables. Oui, on parle de la langue, mais pas juste pour comprendre des petites choses, comme on disait, mais juste, ça pourrait rendre plus efficace les services, par exemple, de santé, comme bien dit Mariela, l'accès aux interprètes. Parce que une simple visite au médecin, s'il y aurait vraiment quelqu'un qui pourrait vraiment faire l'interprétariat, on pourrait peut-être aller remarquer des points d'alerte ou des signaux d'alarme. Mais si ce n'est pas le cas, on va juste aller régler le petit problème. La location d'appartements, malheureusement, dans mon travail, je fais l'aide à la recherche de logement. Pour les immigrants, c'est très, très difficile. Puis pour les mamans, c'est encore pire. Donc, le propriétaire d'appartement qui, déjà, il y a des stéréotypes, il y a la discrimination côté loué aux immigrantes, parce que peut-être qu'ils ne payent pas bien, parce qu'ils font la fête, plein de stéréotypes, justement, qu'ils vont rendre les personnes immigrantes comme pas désirées comme locataires. Puis en plus, s'ils sont de mamans monoparentales, c'est doublement pire parce que les enfants font du bruit, etc. Alors, il reste que les femmes, même s'ils essayent de trouver un logement pour partir de la situation de violence, ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables parce que les propriétaires ne veulent pas louer les appartements. La discrimination au travail, c'est tellement difficile de se trouver des fois un emploi. Alors, ça les rend économiquement vulnérables. Alors, ça, c'est juste quelques facteurs. Oui.
Oui, alors l'éducation, c'est pas juste pour les personnes immigrantes. L'éducation à la citoyenneté mondiale à faire aux Québécois et aux Québécoises est extrêmement importante ici parce que la région, ici, Victoriaville, c'est une ville d'accueil pour les réfugiés. C'est un endroit où nécessairement les gens viennent ici pour s'établir, pour se reposer, pour se refaire une santé physique et psychologique et trouver du travail et apprendre le français et etc. Tout ce processus-là prend du temps. Mais pendant ce temps-là, et avec tout ce qui peut se passer dans la vie des immigrants et des immigrantes, ben, il y a les Québécois autour qui sont là, qui doivent être ouverts, oui, curieux, oui, accueillants, oui, bienveillants. Et ici, ce que j'entends, c'est qu'il en manque un petit peu. C'est qu'on a besoin d'être un peu plus ouvert. Donc, on a besoin de prendre un risque en louant un appartement à une femme immigrante, oui, qui est une Québécoise, hein, qui vit ici, qui travaille ici, qui contribue à sa société et à sa communauté. Donc, il y a aussi, ce que j'entends, mesdames, du travail d'éducation à faire sur cette base-là aussi. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Mais je pense qu'il y a comme trois concepts. C'est comme nos autres, vos autres et aux autres. Alors, c'est justement ça. Je pense qu'il y a une isolement profond dans le contexte des femmes immigrantes qui ne sont pas invitées, par exemple, souper avec un collègue, qui sont plus vues d'un côté exotique, mais pour considérer comme une amitié. Alors, c'est beau, ils vont nous demander de dire deux, trois phrases en espagnol ou en d'autres langues, mais on continue à être quelque chose d'exotique, mais avec laquelle on ne se relie pas nécessairement d'une façon plus profonde. Alors, je pense que ça, l'isolement qui vit ces femmes, c'est vraiment profond. C'est intéressant, ça, le côté exotique. Oui, vous avez un bel accent. Oui, c'est magnifique de vous entendre. Et moi, je suis pour ça, d'entendre tous les accents différents parce que ça met de la couleur, ça met de la vie et ça met de la diversité. Et c'est comme ça qu'on est de plus en plus riche au niveau social, au niveau culturel. Euh, Comment ça se fait que les personnes immigrantes et surtout les femmes se retrouvent isolées à ce point-là? C'est parce qu'elles sont gênées? C'est parce qu'elles n'oseront pas? Pourtant, il y a une grande richesse à partager. Pourquoi les femmes s'isolent? Je pense que ça prend un temps pour comprendre comment ça fonctionne le système. Parce que, par exemple, en Amérique latine, si on veut sortir une femme jeune, elle va appeler sa maman pour qu'elle garde les enfants. Eh bien, la maman n'est pas au Québec. Donc, Ah oui. c'est qui va garder les enfants? Est-ce que la confiance est assez grande pour laisser des enfants à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Est-ce que le mari va penser qu'on est des filles qui veulent aller voir ailleurs? Est-ce que, donc là, ça commence à faire comme des préjugés qui finissent par dire ben, peut-être que je prendrai aucun risque, puis finalement, j'ai personne pour garder les enfants. Les raisons peuvent être plusieurs. Ah oui, donc je suis mieux de rester à la maison finalement après avoir étudié la question et en me disant ça me prend une gardienne et tout et tout. Mais d'où l'importance de créer des liens avec d'autres femmes d'origine québécoise au travail, comme Sonia le disait, d'où l'importance de faire des rencontres interculturelles où est-ce que les gens vont se mélanger. Et là, on va voir que, ah ben oui, on est pareil, on a les mêmes besoins. Si moi, je fais garder mes enfants par la troisième voisine ou voisin, les jeunes qui viennent garder, ben oui, regarde, j'en connais une gardienne ou j'en connais un gardien, je vais te donner ses coordonnées. Évidemment, c'est des choses simples, mais ça devient extrêmement complexe rapidement pour une femme dans cette condition-là. Je comprends. Je Oui, crois qu'il y a une espèce de méfiance des deux côtés. Ouais. Une femme immigrante qui se méfie parce qu'elle ne sait pas à qui faire confiance, puis un voisinage québécois qui ne sait pas s'il lui faire confiance pour garder ses enfants ou autre, parce qu'ils vont se dire qu'ils mangent différent. C'est vraiment des questions, des fois toutes simples, mais comme c'est inconnu, des fois ça fait peur, puis au lieu d'aller s'approcher, ben, on est mieux de rester à distance ou juste neutre. Je pense que des deux côtés, il faut faire le pas.
Les Oui. Québécois qui accueillent doivent faire le pas, mais les migrants aussi, lui, doivent faire le pas. Ils trouvent ce terrain commun. Souvent, les enfants vont aider parce que s'ils vont jouer au même pas, ben, il se trouve que la mère de l'un ramasse le jouet de l'autre, puis comme ça commence une petite conversation, puis le lendemain, on se dit bonjour, puis ainsi de suite. Ça prend du temps, mais je pense qu'il faut vraiment favoriser ces contacts-là. Oui, Sonia? Oui, mais justement, il me fait penser à ce que disait Mariella, il faut déconstruire. Parce que aussi, c'est vrai que les femmes migrantes viennent avec une grande charge culturelle, qui a beaucoup de positifs, mais qui a aussi beaucoup de choses qui viennent contre les valeurs au Québec. Alors, souvent, au Mexique, par exemple, une maman qui décide de sortir, il peut être considérée comme une salope. Il peut être mal vu parce que toi, une fois que tu es marié ou que tu as des enfants, tu dois être pour tes enfants. Alors, juste le faire garder, c'est mal vu parce que c'est comme un peu choisir être à la fête puis pas à ses enfants. Alors, il y a beaucoup aussi de culpabilité pour les femmes immigrantes de vivre comme femmes. On dirait qu'il y a une certaine chip qui est implantée, au moins au Mexique, qu'une fois qu'on est maman ou marié, on arrête d'être femme. On devient justement maman. C'est comme notre sol. Et notre valeur, c'est ça, ça ressorti dans la 12e table. Notre valeur est souvent reconnue par rapport à notre capacité d'être une bonne femme, une bonne maman. Alors, ça aussi, ça vient chercher vraiment les femmes. C'est une confrontation culturelle assez forte à vaincre pour une femme de juste changer des habitudes. Souvent, les maris Oui. aussi, ils vont menacer que si tu vas sortir, ben, attends-toi que je vais sortir aussi, hein? Puis on ne sait pas, peut-être je vais me trouver une autre femme. Alors, il y a aussi des menaces en disant, peut-être que moi aussi, je vais y aller regarder ailleurs. Il y a beaucoup de charges aussi dans tout ça. Mais je peux rajouter aussi la condition de la femme qui arrive ici. Est-ce que c'est un réfugié? Est-ce que ce réfugié arrive ici puis il y a un choc culturel à cause de tout ce qui est arrivé? Est-ce que cette femme-là, il y a un trauma à cause de tout ce qu'elle a vécu? Donc, elle s'isole parce qu'elle est en train de vivre une dépression aussi. Donc, il faut voir tout ce qu'il y en a en arrière de cette femme immigrante-là. Ou, au contraire, c'est une femme immigrante qui a choisi venir vivre au Québec. Donc, c'est deux femmes qui vont arriver d'une manière différente. Il y a un qui va choisir de venir vivre ici, puis il y a un autre qui n'a pas le choix de venir parce que sa vie est en danger. Donc, il faut aussi voir dans quel état arrive cette femme ici. Est-ce qu'il y a des traumas? Est-ce qu'il y a un choc? Est en train de vivre un choc culturel? Est en train de vivre une dépression? Parce qu'il arrive aussi les 80% des femmes immigrantes qui arrivent avec un statut de réfugiés, ils arrivent déjà avec une dépression quand ils arrivent ici au Québec. Donc, cette femme-là va s'isoler automatiquement. Elle va pas sortir voir les voisins, saluer les voisins. Elle va rester chez elle. Elle va pleurer. Elle va attendre que les jours passent, que l'hiver passe parce qu'elle trouve ça elle trouve ça triste, là, arriver ici, être toute seule avec les froids dehors, elle ne sort pas. Donc, il faut voir c'est qui les femmes qui arrivent, qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette femme-là, avec quelles conditions elle arrive au Québec. Donc, tout ça. Oui. Oui, parce que tout ça peut contribuer à l'isolement de cette femme-là. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire quand on a besoin d'aide et qu'on reste isolé chez soi. Mesdames, j'aimerais qu'on parle rapidement, quoique bon, on a encore quelques minutes. Si on veut intervenir auprès d'une femme victime de violence, une femme immigrante, c'est quoi l'attitude à privilégier quand on veut intervenir? Parce que il y a de l'information, il y a des ressources dans la région, mais avant de leur dire, voici, il y a ceci que tu pourrais faire, c'est quoi l'attitude à adopter lorsqu'on veut intervenir auprès d'une femme qui vit la violence? Vous le savez, là. Vous savez qu'elle vit de la violence, cette femme-là. Vous voulez l'aider. Mais comment vous faites pour intervenir?
pour pas la brusquer, pour pas lui faire peur davantage, pour pas qu'elle s'isole davantage. C'est quoi l'attitude? Oui, Mariela. Et moi, je pense que la première chose, c'est de ne pas juger cette femme-là. Je pense que c'est la clé du succès. Et être à l'écoute. Tu ne pars pas, tu laisses aller cette femme-là. Et tu es en silence, puis tu es à l'écoute de cette femme-là. Puis, moi, je dis tout le temps, quand une femme revient avec son compagnon, son mari, c'est pas un défait ni pour moi ni pour cette femme. Je suis sûre qu'à chaque fois que cette femme revient avec son mari, elle a appris quelque chose de plus. Donc, si ça prend 10 fois, 15 fois, 17 fois pour se rendre compte, il ne faut jamais juger cette femme-là parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive dans sa tête. Et peut-être que la 18e fois sera la bonne. Voilà. Oui, Sonia? C'est ça, tout à fait. Je pense que ce qu'on dit depuis tantôt, c'est important de voir chaque femme est un cas différent. Alors, Oui. son vécu particulier va faire de sa situation pressante un processus différent. Alors, c'est tout à fait important de ne pas la juger, d'essayer de voir son parcours avant, puis de comprendre ces différences. Alors, parce que dans toutes ces différences, il y a aussi de la beauté. Ce n'est pas juste de choses négatives, il y a beaucoup de beauté dans toutes ces différences, mais ça nous fait comprendre justement pourquoi cette femme s'est rendue, où est-ce qu'elle s'est rendue. Alors, comme dit Mariela, chaque cas différent, on parle souvent, puis répétitivement, des hontes. Est-ce qu'une femme qui est venue ici par décision, puis qu'après ça se retrouve dans son situation de violence, il va-tu dire ça à sa famille? On est supposé de venir au Canada pour vivre une vie meilleure. C'est un pays de premier monde. Ça fait un peu de honte de venir dire, ben, finalement, je viens, je suis isolée, je n'ai pas de travail ou je travaille, comme on disait justement dans des témoignages, ça ne nous dérange pas de faire aucun travail. Mais là, il vient avec deux bacs, avec des dessins ingénieurs, etc. Dans leur pays, il y avait une certaine formation. Ils arrivent ici, puis ils vont pelleter de la neige, etc. Est-ce qu'ils vont raconter ça à leur famille? Souvent, ça fait la honte de dire, je n'ai pas réussi. Toutes les attentes que tout le monde avait de moi, ben, je n'ai pas réussi. Quand ils sont mariés avec quelqu'un, puis dit, ah, ton prince, t'as trouvé un Canadien qui t'a poussé, etc. Puis là, finalement, le prince, il n'est pas si charmant que ce qu'on pensait. Est-ce qu'on le Il se raconte transforme en vraiment? crapaud. C'est ça, c'est un crapaud. Est-ce que ma famille, finalement, n'était pas si parfaite? Hein? On essaie tous de montrer que notre famille est parfaite, que nos enfants sont parfaits, que notre couple est merveilleux. Et ça fait un peu la honte, justement, de dire que ce n'est pas parfait. C'est beaucoup de ça aussi qui est important d'aller voir le parcours et le parcours de chaque femme. Oui. Donc, c'est important de garder ça en tête si on veut faire une intervention avec une femme. Oui, Maria? Je voulais ajouter à ce que Mariela disait de la grande écoute, mais aussi lui faire comprendre ou savoir que c'est confidentiel, que ce qu'elle raconte, ça reste entre elle et moi ou elle et la personne à qui elle va se confier. Parce que c'est ça aussi un des peurs, c'est que ça se sache, puis beaucoup de femmes vont se cacher, avoir honte, justement parce qu'elles ne veulent pas que ça se sache, que ça paraisse. Donc ça, c'est quelque chose que dès le début, moi, je dirais une bonne écoute. Et puis lui offrir qu'on est là au besoin n'importe quand. Ça donne une tranquillité. C'est un peu comme la famille qu'on n'a pas quand on vient tout seul. Alors, donner ce réseau en tout temps, même si la personne ne va pas appeler, c'est pas grave. Le fait de le dire, de savoir qu'elle peut compter sur quelqu'un, ça fait toute une différence. Ça peut enlever le poids des épaules, ça peut enlever même des pensées noires. On ne sait pas dans quel état cette femme-là peut être, quel est vraiment son besoin. Puis par la suite, ben, c'est la diriger à l'aide professionnelle qui existe quand on la connaît, ou lui demander d'attendre, puis se renseigner nous-mêmes c'est qui la meilleure référence qu'on peut lui donner. C'est vraiment d'établir cette confiance en partant, qu'elle peut parler, qu'elle se sent en confiance, puis qu'elle va avoir de l'aide et qu'on va être là pour l'écouter.
Selon vous, mesdames, est-ce qu'il y en a de l'aide suffisamment? Est-ce qu'on a suffisamment d'informations au sujet de l'aide qui existe? Il y a bien sûr de l'aide ici dans la région, mais est-ce qu'on est au courant? Est-ce que tout le monde est au courant? Et est-ce que les femmes immigrantes sont au courant? Quand on a réussi à briser leur isolement et leur crainte, est-ce que c'est facile d'avoir des services adéquats et la traduction s'il y a lieu? Donc, quand on est rendu à la dernière étape, là, après tout ce qu'on a traversé là, de problématiques pour les rejoindre, est-ce que l'aide existe? Est-ce que c'est facile d'en trouver? Et est-ce qu'elle est adéquate pour les femmes immigrantes? Et moi, par exemple, je suis une femme qui recherche tout le temps l'information. Puis ça m'a pris environ entre 8 et 10 ans avant de trouver toutes les choses. C'est Donc, vrai? imaginez-vous pour une femme qui est plus gênée, qui n'ose pas demander l'information. Donc, moi, ça m'a pris des années pour savoir qu'il existe beaucoup de choses. Mhm. Donc, si Mariella arrive ici avec tous les études et le diplôme et toutes les connaissances et tout qui arrivent pas nécessairement si facilement que ça à trouver, ben, des femmes en isolement, des femmes vulnérables, d'autant plus compliquées. Bien sûr, Sonia, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, c'est sûr. Il y a deux ressources. Je pense, comme a bien dit Mariella, c'est difficile à trouver cette information, surtout pour des femmes que, à cause de la langue, etc., ils n'ont pas la facilité d'aller chercher. Là, présentement, on est confronté aussi au fait que, pour moi, dans mon expérience au travail, justement, premièrement, l'accès aux interprètes. Pour l'instant, c'est juste les maisons d'hébergement qui peuvent faire appel aux interprètes puis être rémunérés par le gouvernement. Tout le autre, c'est qui dépense ces frais d'interprétariat. Alors, la femme, il y a comme juste deux choix, de ne rien dire ou d'attendre juste qu'elle parle bien français pour pouvoir aller chercher des ressources. Donc, on dit ça peut passer des années avant qu'elle va parler français assez pour aller se chercher de l'aide. Alors, ça, c'est un problème. Vraiment, l'accès aux interprètes, c'est un problème que je trouve énorme. Par la suite, les femmes peuvent être vraiment confrontées aux différences culturelles. Alors, peut-être que ça va les freiner peut-être cette démarche d'aller vers l'avant, de s'ouvrir un peu plus. Et même, c'est pas toutes les femmes migrantes qui font confiance au système, à la police, etc. Alors ça aussi, ça peut créer un certain perdre dans l'élan d'aller chercher des services. Alors, pour moi, oui, il y en a des services, ce n'est pas assez. J'ai déjà eu des femmes que, sans avoir été frappées ou agressées physiquement, ben, il n'y avait pas comme vraiment service où la liste d'attente était très, très, très longue. Donc, on dit souvent d'en parler, de briser le silence, etc. Mais quand on le brise, il faudrait vraiment que tu aies été frappé ou vraiment agressé pour pouvoir l'avoir. Sinon, tu vas sur la liste d'attente qui est vraiment longue. Évidemment, lorsqu'une femme demande de l'aide, il faudrait, dans un monde idéal, la lui accorder tout de suite. Parce qu'elle est prête à... Elle le dit là, maintenant. Si on la met sur une liste d'attente au moment où elle demande de l'aide, ça, c'est évidemment, c'est pas bon. Dans n'importe quel cas de figure, femme immigrante ou pas, toutes les femmes qui demandent de l'aide devraient en avoir. Maria? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la santé. Par exemple, moi, je suis arrivée et je n'avais pas droit à l'assurance santé, la RAMQ, rien. Il fallait que je m'adresse soit au privé, soit que je paye le plein tarif, mais au même service que tout le monde. Et il n'y a pas de lien qui se fait. Par exemple, mettons, moi, au début, on n'a pas de médecin de famille. J'ai une maladie quelconque, je me retrouve aux urgences. Déjà, je trouve ça très exagéré d'attendre plein d'heures. Mais il n'y a personne qui me parle à l'urgence, un médecin ou l'infirmière, qu'il existe des organismes communautaires qui pourraient m'aider. Ça ne se dit pas. Peut-être que moi, il y avait des dépliants, je ne les ai pas vus, je ne sais pas, mais s'ils me l'avaient dit, moi, je n'ai pas eu le problème de la langue, heureusement, par rapport à d'autres. Mais il suffisait de ce petit grain de sel de dire,
tu pourrais aller voir tel organisme, il pourrait t'aider, il y a le C, il y a ci, il y a ça. Il n'y a pas cette information-là. Ce réseau ne se connaît pas. Et je pense pourtant qu'ils devraient vraiment travailler unis l'un avec l'autre. Quand on a un médecin de famille, puis quand on a l'assurance maladie, c'est mieux. Mais encore là, il faut qu'il y ait du travail entre les organismes, puis qu'on essaye d'amener cette information aux femmes. Je me souviens, j'étais vraiment contente qu'en faisant la recherche d'emploi, j'ai vu plusieurs dépliants pour justement la volte-face, la maison des femmes, des organismes dont, à ce moment-là, j'en avais pas besoin, mais j'étais contente de voir que à un endroit, on peut trouver une solution pour autre chose qui fait partie de notre vie quand même, pour des femmes. Oui. Donc, les réseaux sociaux, la publicité, la radio, on est mieux outillés que quand moi, je suis arrivée au Québec en 2004. L'information peut véhiculer même sur Google plus facilement. Mais il y a encore cet aspect de proximité avec la personne qui a le problème. Il faut s'approcher plus. Oui. Et les services, ça devrait devenir un filet de sécurité. Tous les services devraient être reliés pour que l'un ou l'autre des services soit aux aguets. Quand les femmes finissent par consulter, mesdames, est-ce qu'il peut y avoir un malaise? Est-ce que la crainte de ne pas être comprise, et moi j'ajouterais même la crainte qu'on ne nous croit pas, est-ce que ça c'est un frein? Oui, oui, définitivement. Les femmes, comme je vous disais, dans les témoignages, me disaient on ne le voit pas, ça a l'air pas si pire, mais ça a été la pire expérience de ma vie. Je te crois. Il n'y avait pas besoin de faire cette clarification, je les croyais, mais on a cette tendance justement à penser qu'ils ne vont pas nous croire ou à dire qu'on exagère. Alors, les femmes immigrants, ils vont tout à fait avoir peur qui ne vont pas leur croire, justement. On dira, elle exagère, c'est parce qu'il ne veut pas travailler, donc, etc. Alors oui, il y a plein de peurs reliés à ça. Oui, oui. Je m'adresse aux gens qui nous accompagnent ce soir. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez participer, écrire dans le chat, ou si vous préférez la conversation. Vous pouvez donc vous manifester. Nous sommes là, nous allons relayer vos questions à nos 3 panélistes. En fait, Daniel, il y avait 2 commentaires. Je ne sais pas si tu les as vus dans le chat ou... Oui, alors j'ai vu, il faut déconstruire ces préjugés sur les femmes immigrantes. Comme nous l'avons dit un petit peu plus tôt, c'est extrêmement important. Et je pense que l'intégration se fait des 2 côtés. Tout à l'heure, on disait, on marche les unes ou les uns vers les autres. Hein, parce que si la société d'accueil a son travail à faire, les personnes qui arrivent aussi ont un travail à faire. Donc, on va cheminer les uns vers les autres. On devrait, en théorie, finir par se rejoindre au centre quelque part. Donc, oui, 2 excellents commentaires. Et donc, c'est suivi d'une question. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez vous joindre à la conversation, ne vous gênez pas. Les commentaires sont les bienvenus, ainsi que les questions. Avant de clore, j'aimerais qu'on regarde ensemble, mesdames, comment améliorer la situation des femmes immigrantes dans notre région. Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Est-ce que vous avez une suggestion là-dessus? Est-ce que vous croyez qu'il y aurait autre chose à faire? Bien sûr, le pas que nous faisons ce soir dans ce 3e webinaire sur les femmes immigrantes, c'est déjà important. Mettons que je vous donne une baguette magique, toutes les 3. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Qu'est-ce que vous aimeriez apporter? Là, on a
on n'a pas une problématique financière qui nous freine. On a juste à mettre des idées sur la table en disant, voici ce que nous avons de besoin réellement pour changer les choses. Je vous écoute. Oui, Maria? Ben, moi, j'ai eu l'appel depuis la première table ronde d'agir pour que ça change. Et je suis actuellement en train de créer ma compagnie qui donne des services aux entreprises. Et un des services est en langue. Mais ce n'est pas juste de faire l'interprétation ou la traduction. J'ai fait mon premier contrat, puis mon idée est venue de façon évidente. Je vais créer une brochure pour l'accueil des immigrants. Pourquoi? Parce que l'immigrant, avant d'arriver, il doit savoir certaines choses. Que ce soit comment ça marche quand il va acheter à l'épicerie, comment ça que les taxes ne sont pas incluses dans les prix, ainsi de suite. Et une brochure pour dire aux Québécois qui accueillent, ben, comment ça peut être différent la culture chez l'immigrant qui arrive. Sa vie coûte moins cher, l'Internet coûte moitié prix, donc son pouvoir d'achat quand il arrive ici avec ses pesos ou peu importe sa monnaie n'est pas le même. Donc, en tout cas, moi, je pense qu'avec cet outil, je pourrais aider un petit peu. C'est sûr que plus côté entreprise, mais c'est déjà quelque chose qui va aider, je pense, beaucoup. J'ai travaillé à l'oral avec l'interprétation et même avec des gens immigrants qui sont en entreprise depuis 3 ans. Ils ne savaient pas encore comment faire des économies à la banque, ils ne savaient pas quelle assurance de voyage ils avaient incluse dans leur assurance par leur employeur, etc. Il y a beaucoup à faire. Donc, tous ces détails-là peuvent permettre à une femme immigrante d'être moins isolée, d'avoir beaucoup plus de pouvoir sur sa vie, évidemment. Mariela? Donc, moi, je pense, si j'aurais une baguette magique, ça serait des sciences de sensibilisation quand on fait la francisation. Donc, moi, je me souviens qu'on apprenait l'histoire du Canada, l'histoire du Québec, on apprenait le français, mais je pense que ça serait bien de créer des sciences obligatoires pour les femmes, pour donner les informations, pour parler des lois, pour parler des droits. Ça, je voulais ou je veux que le ministère d'immigration puis le ministère de la condition féminine agissent par rapport à ça. C'est quoi les outils qu'on a besoin? On a besoin des informations. Puis comment est-ce que vous pouvez nous informer en arrivant, tout de suite en arrivant, en créant des séances de sensibilisation. Excellent. Je te verrais bien faire ça, Mariela. Sonia? Alors, dans mon cas, c'est bien, Mariela, ça tombe bien parce que justement, comme je vous dis, le gouvernement il a mis en place un projet pilote de 300, les 6 femmes, qui maintenant, ils ont justement pour but de venir faire des interventions auprès des femmes immigrants, justement, surtout en situation de violence. Aussi, on va créer des séances d'information, des ateliers et des différentes initiatives pour sensibiliser puis pour informer, justement. Finalement, on va s'assurer de faire la liaison entre les femmes immigrants et les services. Alors, ce projet pilote, justement, il est ciblé sur ça. Et il manque encore, dans mon côté, ma baguette magique, je l'utiliserai peut-être dans le côté interprétariat pour avoir vraiment donner accès à ces femmes. C'est leur donner une voix. Mais je vois là qu'il y a déjà des initiatives, justement, peut-être dans le privé qui pourraient se passer à un moment donné. Mais cette baguette magique, je l'utiliserai vraiment pour créer des opportunités. Je pense qu'une femme qui trouve des opportunités en emploi, qui trouve des opportunités en garderie, qui trouve des opportunités de créer des liens significatifs, c'est des femmes qui vont s'en sortir. Alors, j'inviterai plutôt les gens, parce que, comme dit Mariela, une fois qu'une femme en situation de stress ou de violence, etc., il trouve quelqu'un qui l'écoute, ils vont avoir la tendance ou le réflexe de s'accrocher à cette personne. Alors, des gens comme Mariela vont finir avec des gens qui couchent dans son sous-sol parce qu'ils essayent de s'en sortir. Je pense que c'est ça qui peut vraiment motiver un changement dans ces femmes.
s'il y a un emploi, il va y avoir plus d'opportunités. Alors, j'inviterais plutôt les gens à offrir des emplois, à faire confiance aux femmes immigrantes qui sont des bonnes travailleuses, qui sont honnêtes, qui sont des bonnes personnes comme partout, ou gardiennes, d'ouvrir des places pour les immigrantes aussi, de ne pas les rejeter juste pour l'effet de parler différent ou d'être différent physiquement, et ou aux propriétaires de donner l'opportunité d'être locataires dans les appartements aux immigrants, parce que ça va donner l'opportunité à ces femmes de se trouver des endroits sécuritaires. Alors, pour moi, ce sera vraiment cette ouverture des deux côtés, justement, inviter un peu plus les gens d'ici à s'ouvrir, à ouvrir des portes aux femmes immigrantes, pour moi. Ben, je trouve que vous avez de bonnes idées et que votre baguette magique serait drôlement bien utile. Je crois aussi que les gens d'ici doivent s'ouvrir davantage. On en a parlé tout à l'heure. Et si on veut abolir l'isolement dans lequel les femmes immigrantes se trouvent, eh bien, c'est aussi en étant plus ouvert. Oui, Maria. J'aimerais passer la parole à quelqu'un aussi à côté de moi qui a une question. Ah oui, d'accord, bien sûr. Moi, je me présente et je suis le conjoint de Maria et je vous écoute parler depuis tantôt et puis je suis vraiment choqué et impressionné par votre courage, Sonia, Marianella et ma conjointe. Moi, pour répondre à votre question tantôt, si j'avais une baguette magique, ce que j'aimerais, c'est que moi, ce qui me surprend, je regarde Marianella, Sonia, Maria, le potentiel que vous avez. J'aimerais que les personnes québécoises qui sont à la tête d'entreprise soient capables de considérer tout le potentiel que vous avez en tant qu'immigrante et les mettre à profit et ne pas mettre de côté, bon, c'est une immigrante, on va y faire des tâches connexes. Non, donner la chance, hormis le barrage de la langue, mais un coup que cette barrière est franchie, go, parce que moi, personnellement, j'ai vécu comme travailleur étranger dans les Caraïbes, alors que c'était un milieu anglophone. Et puis, je suis arrivé, je me suis intégré, et je peux vous dire personnellement que peu importe le sexe, s'intégrer dans une autre culture, dans un autre pays, c'est pas facile. On est chambardé de tout part, tout côté. Notre estime en prend un coup. On n'est pas à notre plein potentiel pour exploiter. Mais s'il y a quelqu'un, il y a des employeurs qui font confiance, qui passent la barrière de la confiance, de l'immigration et tout, mon Dieu, c'est la réussite instantanée. Il y a du potentiel incroyable parce que vous avez l'instruction, parce que les cultures sont différentes. Vous arrivez ici, vous êtes désorienté, c'est normal. Le froid et tout, plein de cultures différentes. Mon Dieu, si j'aimerais, la baguette magique, j'aimerais le donner ça à tous les entrepreneurs de la région. D'avoir une ouverture d'esprit, de dire, yo, donnez-leur la chance. Donnez du temps. Parce que s'intégrer dans une autre culture, ça ne se fait pas dans 6 mois. Ça peut prendre des années. Mais mon Dieu que ces années-là sont payantes. Parce que la confiance s'installe. C'était mon témoignage. On n'a pas su votre nom, monsieur. Ah, je ne dirais pas mon nom, c'est Roger. Merci, Roger. Merci, Roger. Oui, oui, ça aussi, c'est une belle utilisation de notre baguette magique parce que on parlait d'isolement tantôt et de sortir les femmes de l'isolement. Le travail et de reconnaître les compétences et de peut-être en venir au Québec à alléger, à faciliter et l'accueil et la reconnaissance des compétences des gens qui arrivent d'ailleurs parce que c'est pas vrai que les personnes immigrantes arrivent ici avec rien en poche, avec aucune expérience. Hein? C'est pas vrai. Bien souvent, les gens ont des diplômes et de l'expérience et une expertise et des talents. Donc, de mettre ça à profit, il y a bien des femmes qui ne seraient pas isolées dans leur appartement à pleurer parce qu'elles seraient déjà au travail et en parallèle, elles pourraient compléter leur apprentissage de la langue française et tout ça contribuerait à les sortir de l'isolement beaucoup plus. Donc,
lorsque automatiquement il y a une situation de violence, tout de suite, il se passerait quelque chose de positif. Et elles aussi, elles en auraient une baguette magique. Oui, exactement. Voilà. Notre rencontre de ce soir tire à sa fin. Et il y a la directrice de la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec qui prendra la parole pour nous présenter une conclusion à notre événement. Alors, j'invite Madame Francine Ducharme à s'adresser à nous. Donc, Madame Ducharme, est-ce que vous êtes là? Oui. Oui, alors bonjour tout le monde, très contente d'avoir pu de rajouter mon grain de sel à à ce panel où il y avait de très belles discussions et qui étaient fort ressourçantes pour nous intervenants qui travaillons depuis quelques années, je ne vous dirais pas combien d'années, dans le milieu des femmes. Donc, moi, ce que je retiens de notre conversation d'aujourd'hui, c'est vraiment qu'à la fois, il y a des convergences beaucoup entre le vécu des femmes victimes de violences au Québec, mais aussi celles des femmes immigrantes, mais qu'il y a aussi des différences et des réalités spécifiques qui sont propres aux femmes immigrantes. Moi, je pense que la méconnaissance des services, les différences culturelles, l'isolement qu'elles vivent, d'autant plus qu'elles sont loin de leur famille et tout ça, et amplifie vraiment la situation de violence. Et je pense que c'est à nous, les intervenantes, de faire un pas vers elles pour justement faciliter et favoriser qu'elles soient de mieux leur santé et leur bien-être. On a parlé de quelques solutions durant la rencontre, entre autres, donner plus d'informations, mais pas juste des informations. Tu sais, on fait une annonce dans le journal, on donne un dépliant, mais vraiment d'aller là où les femmes immigrantes sont, les cours de francisation, les lieux qu'elles fréquentent, pour justement leur donner des informations sur leurs droits. Au tout départ, je pense que c'est important, au-delà de la violence qu'elles subissent, de savoir qu'elles ont des droits et qu'au Québec, on a des législations qui, justement, leur garantissent ces droits-là. Il y a aussi tout le côté de l'interprétariat. Donc, je pense qu'il faut améliorer ces services-là. Et c'est sûr, quand on a l'obstacle de la langue, aller en maison d'hébergement, c'est vraiment pas évident. Donc, il faudrait améliorer tout cet aspect-là des choses pour avoir vraiment des services en maison d'hébergement. Et aussi, peut-être donner des formations aux intervenantes des maisons d'hébergement ou des informations au centre de femmes sur la réalité vécue par les femmes immigrantes. Je pense que de notre part, on peut avoir des préjugés et quand on connaît plus ou moins la situation, on peut parfois amplifier la situation par notre méconnaissance aussi des réalités vécues par les femmes. Nous, avec les tables rondes, nous, avec les émissions Empreintes que je vous invite encore à visionner, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est faire découvrir la réalité, leur situation spécifique des femmes immigrantes, faire reconnaître leur apport dans notre société. Je pense qu'on le voit là, avec les 3 femmes qui étaient avec nous ce soir, avec toutes celles qui ont participé soit aux précédentes tables rondes ou celles qui ont participé aux émissions Empreintes, toute la valeur que ces femmes-là apportent à notre société centricoise, tout ce qu'elles apportent à notre milieu. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est créer des passerelles entre les femmes immigrantes et les femmes québécoises, faire en sorte que ces femmes-là que toutes nous autres, on devienne comme unis dans le même mouvement d'aider les femmes à améliorer leurs conditions de vie. Nous, l'objectif de la table, c'est ça, améliorer les conditions de vie des femmes. Et je pense que notre projet avec les femmes immigrantes était justement pour améliorer leur séjour parmi nous et leur vie parmi nous. Donc, nous, c'est la conclusion de notre projet en immigration. C'était notre chant du cygne.
Donc, je suis très contente qu'on ait fini de cette façon-là parce que je pense qu'on a pu créer, comme je le disais, des passerelles entre nous. Donc, un gros merci aux 3 femmes qui ont été avec nous aujourd'hui, qui nous ont parlé de ce qu'elles vivaient. Un gros merci à Sonia avec qui on a travaillé, donc pour monter toutes ces tables rondes-là. Alors, un gros merci, Sonia. J'espère qu'on va pouvoir retravailler ensemble dans un avenir plus ou moins prochain. Merci à Maria merci de Mariella, de ce que vous nous avez apporté, de ce que vous avez fait pour nous. Je sais que vous avez participé aussi aux émissions Empreintes, je crois, toutes les deux. Donc, je vous remercie aussi pour ça. Alors, puis je remercie Danielle, notre animatrice, qui a su faire ressortir tous vos propos de belle façon. Merci aussi à Pascal, notre homme de la situation, qui nous assure un meilleur suivi du vidéo et de tous les côtés techniques. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci à nos participantes et participants qui nous ont écoutés sagement et qui ont participé avec nous à ce webinaire. Alors, je vous souhaite le bonsoir et soyez sages pour la période de Noël. Bye bye. Merci à tout le monde. Je vous rappelle que sur tvcbf.tv, vous pouvez toujours revoir sur le site web de la télévision communautaire des Bois-Francs, sous l'onglet Empreintes, les 14 portraits de femmes immigrantes que j'ai eu le grand bonheur d'animer. Donc, c'est moi qui avais le privilège de poser des questions à ces femmes dont faisait partie Mariella Grobert-Martinez. Merci Maria, Mariella et Sonia. Donc, c'est un bonheur de vous revoir, mesdames, et j'espère que ce n'est pas la dernière pour d'autres projets par et pour les femmes immigrantes dans la région.